si le public a de moins en moins confiance dans le système judiciaire, il va de moins en moins aller en justice, et j'allais dire, on aura de plus en plus tendance à se faire justice à soi-même. Donc si vous voulez, c'est une tendance qui, à mon avis, est extrêmement inquiétante. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, nous voulions discuter avec vous d'une enquête qui a été réalisée par des doctorantes de l'Université hébraïque de Jérusalem, des juristes, sur la cote de confiance de l'opinion publique israélienne envers la Cour suprême. Or, il s'avère, selon les conclusions de cette enquête, qu'au cours des 30 dernières années, c'est-à-dire quasiment depuis le début de ce que l'on a appelé la révolution juridique ou judiciaire de l'État d'Israël, initiée par le professeur Aaron Barak, eh bien, la cote de confiance n'a cessé de baisser, 30% de moins en environ 30 ans. Est-ce que ces conclusions vous surprennent ? Oui et non, j'allais dire. Non, dans le sens où la cote de confiance de toutes les institutions israéliennes ont malheureusement chuté ces dernières années. Quand on vous dit ces dernières années, je vous parle pas des 3 ou des 5 ou des 10 dernières années, on parle sur une plage de 30 ans. Ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit l'exécutif, que ce soit la Knesset, mais elles me surprennent parce qu'on voit, d'après cette étude, que le manque de confiance du système judiciaire a encore plus chuté. C'est-à-dire, on parle d'une chute de plus de 30%. Maintenant, on parle du système judiciaire, pas forcément que de la Cour suprême. Donc, si vous voulez, et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant dans le sens où on n'a pas, évidemment, en Israël de justice alternative, de système judiciaire autre. On n'en a qu'un seul. C'est un peu comme la police ou l'armée. Et évidemment, comme toutes ces institutions, elles se basent sur la confiance que le public leur donne. Et si le public a de moins en moins confiance dans le système judiciaire, il va de moins en moins aller en justice. Et j'allais dire, on aura de plus en plus tendance à se faire justice à soi-même. Donc si vous voulez, c'est une tendance qui, à mon avis, est extrêmement inquiétante. Les enquêteurs, en tout cas les universitaires qui ont mené cette enquête, eh bien, eux parviennent à la conclusion que c'est justement donc cet activisme juridique d'Aaron Barak qui est l'un des responsables ou le responsable essentiel, on va dire, de cette perte de confiance. Alors, je ne sais pas, c'est très difficile, vous savez, quand on parle d'une décote de popularité comme ça aussi importante, de pouvoir mentionner un des facteurs. J'allais dire, tout le monde est responsable. Alors, on peut montrer, en effet, en exemple, un certain nombre de facteurs, et y compris ce que vous disiez, c'est-à-dire que le fait que la Cour suprême, depuis la période d'Aaron Barak, c'est-à-dire depuis les années, disons, 80, fin des années 80, début des années 90, ait décidé de s'immiscer dans des domaines, j'allais dire, qui sont plus des domaines politiques, alors peut-être que ça a porté atteinte à la confiance que le public porte au système judiciaire. C'est possible. Mais j'allais dire que également le manque de confiance dans le système judiciaire, il se trouve tout simplement pas forcément qu'au niveau politique. Lorsqu'on s'aperçoit le nombre par exemple, de conducteurs fous qui sont condamnés trop légèrement par le système judiciaire. Lorsqu'on s'aperçoit, par exemple, le nombre de cas de viol où les violeurs s'en sortent avec très peu de prison. Comme il y en a eu un ces derniers jours qui a été condamné à une peine de 5 années de prison. Absolument, j'allais pas le mentionner. Et donc, si vous voulez, tout ça, j'allais dire, ça ne concourt pas à la crédibilité du système judiciaire auprès du public. Donc, moi, je crois qu'il y a un puzzle d'ensemble qui fait que, et peut-être le fait que la Cour suprême ait été plus interventionniste au niveau politique, mais j'allais dire, c'est vraiment la minorité, c'est pas la minorité, mais si vous voulez, c'est négligeable, si vous voulez, quand on parle d'un système judiciaire qui comprend des dizaines de milliers de juges, de millions de personnes qui sont judiciables tous les ans. Donc il y a, si vous voulez, des interactions tous les jours entre les judiciables et les juges. Et les gens qui sortent du système judiciaire peuvent dire j'ai confiance dans ce système ou j'ai pas confiance dans ce système. Alors il y a on va dire une hypothèse de base qui est intéressante, qui a été initiée par les chercheurs. Ils ont pris tout simplement une déclaration d'un ancien président de la Cour suprême, bien avant, on va dire, l'époque d'Aaron Barak. Il s'agit du juge Moshe Lando, qui lui-même avait affirmé justement qu'un interventionnisme peut-être trop important de la part de la Cour suprême risquait justement de susciter une remise en cause de la confiance du public.
Absolument. Finalement, leur conclusion, ces propos étaient prémonitoires. Absolument. Je crois qu'on peut le dire. Écoutez, il y a évidemment souvent la Cour suprême se doit être souvent un peu comme un sage, si vous voulez, doit se mettre en décalage par rapport à la réalité, j'allais dire politique, parce que vous me parlez au niveau politique, au niveau, il doit se mettre en décalage par rapport à la réalité politique. Mais non, d'un autre côté, il faut se voir qu'ils sont les juges sont heurtés à des requêtes et des fois ils doivent trancher sur des requêtes, et en tranchant sur les requêtes ils doivent également trancher sur la politisation de ces requêtes. Je vous donne un exemple sur une question où la Knesset, si vous voulez, n'a pas fait son travail depuis la création de l'État d'Israël. La définition de qui est juif, c'est une définition de base, puisque c'est le problème de la droit du retour, etc. Est-ce que c'est la religion, la décision de la halakha, ou c'est une décision autre que la halakha? Et lorsqu'arrivent des gens devant la Cour suprême et qui ne se considèrent pas comme juifs, ou que la halakha ne considère pas comme juifs, ils ont un des deux parents juifs, ils se sont convertis réformés, est-ce que la Cour suprême doit trancher sur ces questions? Et la Knesset n'a pas donné de normes. Je vous donne un autre exemple qui est exactement l'inverse. Mais là, de facto, la Knesset n'a pas donné de normes. Mais là, justement, on est dans la formation d'un gouvernement qui voudrait instaurer une réforme à ce sujet, sur d'autres domaines aussi dans le monde de la justice. Mais on voit tout de suite que même les juristes disent attention, ne touchez pas à la loi du retour, maintenez le statu quo, parce que toute modification de la loi du retour va remettre sur le tapis cette loi qui pourrait être considérée comme une loi ségrégationniste ou discriminatoire par la communauté internationale. Il y a toutes sortes de facteurs. Alors finalement, la Knesset, elle, même lorsqu'elle en a le pouvoir avec une coalition qui est relativement stable, elle ne peut pas le faire. Et la Cour suprême, elle, s'accorderait le droit de le faire. C'est paradoxal. Alors, je vais vous parler d'un cas spécifique, c'est maintenant. Moi, je vous parle depuis 1948. Oui. C'est-à-dire depuis 1948, depuis la création de l'État, la Knesset aurait pu quand même, et elle ne l'a pas fait pour des raisons de coalition, parce que le fait que, vous savez, on vit dans un pays où en fait, on est obligé de mélanger nos idées pour diriger. Donc, si vous voulez, depuis 48, on n'a pas décidé qui était juif. Vous voyez, donc aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en effet, le problème, c'est qu'en tapant sur les juges, ça va pas forcément améliorer le système. Si vous voulez, on va assister à une montée en puissance du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, une chute du pouvoir judiciaire, et c'est pas forcément une bonne chose. Si vous voulez, si on parle au niveau de macro, dans le sens où en Israël, contrairement par exemple à la France, aux États-Unis, il n'y a qu'une seule Knesset. En France, pour faire passer une loi, on passe par deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Aux États-Unis, la même chose. En Israël, seule la Knesset est souveraine. À 61 députés, on peut faire passer ce qu'on veut. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de la démocratie israélienne. Et donc, la Cour suprême se mettrait en une forme de seconde chambre qui s'accaparerait le droit de casser des lois qui lui sembleraient problématiques. C'est pas aussi tout à fait démocratique. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Vous avez tout à fait raison. Vous mettez le point sur un problème, une crise institutionnelle. Comment le problème se résout en France? La Cour de cassation, pas la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel en France peut casser des lois parce qu'elles sont pas constitutionnelles. Or, le problème ici, c'est qu'en Israël, on n'a pas archétypé. Il n'y a pas de constitution. On a des lois dites fondamentales, et ça, une fois de plus, je remets la balle sur le champ de la Knesset, mais je vous parle pas de cette Knesset. Je vous parle de toutes les Knesset confondues depuis la création d'Israël. La Knesset n'a pas réussi à faire passer une constitution de l'État. Et on aurait pu créer, par exemple, si on veut enlever du pouvoir à la Cour suprême, il aurait fallu faire une constitution, et il aurait fallu peut-être donner une institution qui va calquer, qui va pouvoir sanctionner certaines lois qui ne sont pas constitutionnelles. Or, en Israël, on se trouve dans cet état, un peu de shakshuka, où tout est mélangé. Oui, mais peut-être que c'est le résultat, justement, de cette approche, de cette idéologie, on va dire, très, très, très claire, très nette d'Aaron Barak, qui était de dire il faut se mêler de tout, et c'est intervenu
en 1980, dans les années 90, au moment où on assiste de facto sur le plan politique à un établissement d'une sorte de pouvoir de droite israélienne, et ça peut être perçu comme une sorte de contre-pouvoir de la part de la Cour suprême, et à partir de ce moment-là, bien entendu, porte atteinte à sa confiance, à la confiance que l'ensemble de la population peut avoir, les orthodoxes, les sionistes religieux, toutes sortes de communautés. Oui, les Arabes, vous pouvez dire les Arabes aussi. Oui, absolument, puisque vous avez tout à fait raison de mentionner le fait que la crise est encore plus forte dans les populations, j'allais dire, je dis pas minoritaires, ça veut rien dire, mais enfin, voilà, chez les Arabes, plus les orthodoxes ne croient absolument pas dans le système judiciaire, et je crois qu'ils sont à 10 ou 15% à croire dans la neutralité du système judiciaire. Moi, je crois que tout n'est pas politique. Je crois que ce qui manque, c'est que, si vous voulez que pour chacun des systèmes puisse s'exprimer, il faut qu'il y ait un agencement qui existe. Or, en Israël, on n'a pas de constitution. Il y a donc une possibilité qu'une simple majorité de 61 députés de faire passer des lois absolument ignobles, en théorie, c'est pas que ça s'est passé, mais ça peut se passer. Et donc, je crois que Israël n'a pas su, au niveau constitutionnel, organiser ses contre-pouvoirs. Une dernière question, on parle justement parmi les réformes que le futur ministre de la Justice, qui est pressenti, c'est Yariv Levin, a l'intention d'imposer, et même Smotrich aussi, lui a aussi sa série de réformes. On parle par exemple d'une modification de la commission de nomination des juges, de tous les juges, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas, qu'on ne donne pas aux juges la possibilité de nommer d'autres juges, et qu'elle soit entre les mains de manière intégrale de l'échelon politique, comme c'est le cas, il faut bien avouer, dans une des grandes démocraties occidentales, les États-Unis. Est-ce que ça vous semble réaliste, ça, aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est un système qui serait extrêmement... On peut pas tout comparer, si vous voulez. On peut pas comparer des systèmes qui sont complètement différents. Comme je vous l'ai expliqué, aux États-Unis, d'abord, premièrement, aux États-Unis, on parle de notion de nomination de la Cour suprême qui est politique. Et la Cour suprême a un domaine d'intervention extrêmement limité. D'ailleurs, c'est énorme, mais il est limité. Dans le sens où là, on parle de la commission de nomination de tous les juges. C'est-à-dire que même le juge de paix au plus bas niveau va être peut-être nommé sur des critères politiques. Maintenant, cette commission de nomination des juges, elle existe depuis la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que si vous voulez, je vais expliquer, si j'ai le temps, à nos auditeurs. On a 2 minutes. Elle est composée de 9 membres, 3 qui sont des représentants des juges, donc du système judiciaire, 2 qui sont représentants du barreau, donc des avocats, et le reste est composé, encore il y en a 2 autres, 2 qui représentent l'exécutif et 2 qui représentent le législatif. Donc si vous voulez, de manière volontaire, à l'époque, le législateur avait donné la majorité aux juristes contre une minorité aux politiques, pour ne pas que les juges soient politiques. Si on change cet équilibre, on risque d'avoir, à mon avis, des juges qui soient nommés plus sur des critères politiques que sur des critères professionnels. Parce qu'il faut voir avant tout que la justice, avant de parler politique, la justice, c'est quelque chose de technique, c'est du droit. Donc, si vous voulez, moi je crois que cette réforme-là va être peut-être très dangereuse. Dans le sens où, je vais vous dire, quand vous parliez par exemple du juge Landau, il avait été nommé selon ce système-là, puisque c'est ce système qui existe depuis la création de l'État. Donc moi, je suis pas forcément pour changer le mode de nomination des juges, ou alors on donnerait une nomination des juges à la Cour suprême, si vous voulez qu'on essaye de diviser, de ne pas nommer tous les juges selon des critères politiques. Je suis pas forcément pour essayer de politiser, si vous voulez, le système judiciaire. Ça risque de contribuer à faire descendre encore plus la croyance du public israélien dans sa justice. Eh bien, Maître Philippe Koskes, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. C'était intéressant de dialoguer, comme d'habitude, avec vous sur ces sujets de fond, bien entendu, mais qui sont d'actualité brûlante, comme on le voit actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion de reparler de cela, surtout au moment après la formation du gouvernement, s'il devait y avoir justement l'instauration de réformes extrêmement importantes au sein du monde de la justice en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir, Daniel.